Voyage en récit Jean-Philippe Brun. et Geoffroy Scrive. Jean-Philippe Brun, nous sommes ici pour parler de l'orchestre de l'Université de Brest, de l'UBO. Nous sommes donc dans cette ville du Ponant pour parler avec vous de cet orchestre qui a quelques années, on va dire, d'existence à son actif, tout un répertoire également à son actif. Et pour commencer, eh bien, pour ceux qui nous écoutent et qui seraient tentés de jouer ou de rejouer dans un orchestre, est-ce qu'on peut remonter à quand remonte justement l'idée de cet orchestre Alors, que vous dirigez? oui. En fait, c'était il y a 25 ans. C'est une histoire un peu rigolote. L'orchestre existait, mais c'était l'orchestre qu'avait initié Yves Moreau, qui avait fondé la mission culturelle de Brest. De l'UBO, je veux dire, de Brest. Et ils avaient un petit ensemble, mais qui devait représenter une quinzaine de musiciens, avec des mélanges d'instruments un peu improbables. Il se trouve que le chef d'orchestre de l'époque, qui avait fait peut-être 2 ans, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, a démissionné. Et j'ai rencontré à l'occasion, c'est un peu compliqué, hein, on a été à Venise avec l'ensemble Mathéus, dont mon beau-frère et ma femme sont les fondateurs. Et moi, j'étais le président de l'association à l'époque. Et on a été pour recevoir un prix Vivaldi à Venise, sur l'île qui est en face de Venise. Et voilà, et par hasard, bizarrement, je rencontre Yves Moreau à Venise, qui était avec sa femme, et qui me saute un peu dessus. Enfin, c'était très sympa. Et on discute sur la place Saint-Marc, quoi. Et on discute, et il me dit, voulez-vous prendre la direction de l'orchestre des facultés? Bon, je dis, pourquoi pas. Là-dessus, on se retrouve même à l'aéroport, on discute encore un petit peu, et on rentre à Brest. Et après, on s'est fixé un rendez-vous, et là, on en a parlé vraiment, et j'ai dit, moi, c'est OK, mais je voudrais bien que ça soit ouvert à tous, pas seulement aux étudiants. Alors c'est ça, en fait, la genèse de l'orchestre. Mais vous le connaissiez déjà, Oui, Monsieur je l'avais Moreau, ou pas du rencontré, tout? mais sans plus. Lui C'était vous a pas... reconnu ou par le prix de Vivaldi Oui, non, ça n'a rien à voir Rien avec à le voir prix avec le prix. Vivaldi. Non, on s'est rencontrés sur la place Saint-Marc D'accord. par hasard. Oui, voilà, au moment de visiter la basilique, on s'est rencontrés devant. Non, c'est franchement le hasard. Et au retour à Brest, l'idée a fait son chemin, Voilà, et l'idée pourquoi a fait pas? son chemin. Et alors moi, j'ai eu, pas des exigences, mais j'ai dit, moi, ça m'intéresse si on fonde un vrai symphonique. Or, à l'époque, comme je vous disais, ils étaient 15, quoi, ou peut-être 20. Et j'ai dit, dans ce cas-là, la seule solution, c'est d'ouvrir à tout le monde, pas seulement aux étudiants, à tous les gens qui ont un instrument sur l'armoire, qui attendent depuis 30 ans. Maintenant, ils ont élevé leurs enfants, il faut leur proposer. Parce qu'ils ont peut-être envie de reprendre des activités de, entre guillemets, jeunesse. Et grâce à ces gens-là, on peut fonder un vrai orchestre, parce que si, entre guillemets aussi, si on ne convoque que les étudiants, on risque d'avoir un orchestre beaucoup plus petit, avec beaucoup d'absentéisme. Oui. Je n'ai rien contre les étudiants, mais quand ils ont une fête le soir, ils ne vont pas venir à la répète, quoi. Voir des examens le lendemain. Voilà, voir des examens le lendemain, exactement. Donc on est parti sur cette base-là. Deuxième base, j'ai dit, moi je veux pas, parce qu'Yves voulait éventuellement faire payer une entrée dans l'orchestre, ce qui est naturel, hein, c'est normal. Les gens adhèrent à l'association, etc., etc. Et là j'ai dit, non, moi je veux pas, parce qu'il y a des gens qui font du trajet, qui viennent de loin, donc ça fait un petit peu double peine. Donc je voudrais que ça soit gratuit et ouvert à tous. Voilà, c'est ça la base. Il a accepté et après on est parti. Maintenant on est, au mieux on est 120. Inscrit en tout cas, oui. Inscrits et en scène entre 70 et 90. Quoi. De ceux qui étaient au tout départ, la quinzaine dont vous parliez, est-ce qu'il y en a qui sont encore là? Oui. Alors de mémoire, Benoît, Jean-Jean, le violoncelle solo est toujours là. Il était dans les tout premiers à être là. Nicolas Tisserand, À la flûte. le flûte, un des flûtes solo, parce qu'il y en a deux qui sont de très haut niveau, étaient aussi les premiers jours, quoi. Et ils sont là depuis 25 ans. Pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas aussi, qui voudraient nous retrouver, quel niveau exigez-vous à l'entrée? Alors ça, c'est une affaire assez compliquée. Je n'ai jamais voulu faire passer d'audition à l'entrée. Parce que je trouve que c'est stressant, c'est pas rigolo, c'est pas très sympa. Mais il faut quand même faire les notes. Bah oui. Donc c'est un peu compliqué. C'est vrai que c'est un orchestre qui s'appuie surtout sur des piliers, entre guillemets aussi. Des piliers, c'est-à-dire des gens qui jouent très bien. Les autres testent leur niveau, essayent de copier un peu comment ça se passe. On a 1 mois, 2 mois pour monter un programme. Et en fait, il y en a quelques-uns qui, au passage, parfois abandonnent parce que c'est trop dur. Parce que effectivement,
je parle que de ce que je connais, mais les cordes, les violons par exemple, au premier violon, si vous n'avez pas un niveau de fin d'études, c'est compliqué. Oui. Voilà, c'est compliqué, il y a des notes dans le suraigu, il y a des choses difficiles à jouer, donc il faut vraiment un vrai niveau. Mais il y a effectivement des gens qui sont moins forts, qui peuvent représenter globalement 6-7 ans d'études, qui arrivent à tirer leur épingle du jeu en étant ou dans les seconds violons qui montent moins dans l'aigu, ou dans les altos pour certains, qui grimpent un peu moins dans l'aigu aussi, et à force de travail et de régularité, arrivent finalement à bien s'en sortir. Donc en fait, c'est les plus forts tirent les plus faibles. Est-ce que c'est aussi une source de motivation chez ceux qui rejoignent cet orchestre pour, comment dire, à la fois découvrir un répertoire et progresser techniquement? Oui, c'est les deux. Alors, bon, progresser techniquement, de toute manière, on est obligé, parce qu'il y a Oui. des choses à faire. Il faut que les gens, enfin tout le monde, il y a des partitions dans l'orchestre symphonique qui sont du niveau d'un petit concerto, des fois, on ne se rend pas compte, mais c'est parfois extrêmement costaud. Mais on est récompensé parce qu'on fait beaucoup de concerts, on en fait 10-12 par an. Cette année, on en a même fait 13. Et, euh, et les gens sont applaudis. Donc, en fait, ils ne restent pas enfermés avec leur instrument dans leur salon ou dans leur chambre. Ils participent à quelque chose qui est pour de vrai, c'est-à-dire Oui. avec un vrai public, avec des applaudissements, et ça change tout. Justement, quel public vit cet orchestre? Parce que j'imagine que le périmètre est plutôt lié au Finistère, parfois un petit peu au-delà. Ouais. On Il peut y a les deux. citer Chaland. Oui, Chaland, Chaland, c'est une habitude qu'on a pris, c'est une connaissance d'une personne de l'orchestre, le fameux Benoît en l'occurrence, qui est chef de chœur à Chaland et qui nous a demandé de participer. On l'a dû le faire une dizaine de fois aux Folles Journées de Nantes. À peu près tous les 2 ans. Ou à peu près tous les 2 ans en général. Et on participe aux Folles Journées de Nantes, et donc un beau spectacle, et puis avec donc un chœur ou même un double chœur, et l'orchestre qui veut bien se déplacer jusqu'à là-bas. Donc on est une cinquantaine de musiciens, plus les chœurs. Justement, comment, en tant que chef d'orchestre, y a-t-il une différence à ce moment-là particulier dans la direction d'un orchestre et la direction d'un orchestre plus d'un chœur? Parce que ce sont des gens qu'on connaît, qu'on voit moins, Bien sûr. avec une réactivité qui est différente. Oui, alors en fait, c'est plutôt lié à la distance. Moi, je Oui. ne dirige pas les chœurs d'une manière spéciale. Par contre, les chefs de chœur, effectivement, ont une direction spéciale par rapport au chœur. Souvent, ils miment à la limite les paroles. Mm. Et puis, ils sont complètement libres de leur tempo, de leur... enfin, bref, ils ont une gestique qui est différente. Ils peuvent respirer longtemps, repartir, faire des choses comme ça. Nous, en symphonique, quand je me retrouve face à un chœur avec le symphonique, c'est un peu différent. J'ai quand même une exigence d'une rythmique assez solide, parce qu'on ne peut pas dire aux musiciens tu vas suivre le chœur. D'autant plus que le chœur est loin, il est à peu près, quand on est l'orchestre complet, si on est 80 par exemple, l'orchestre va se retrouver à peu près à 12-15 mètres de Oui. moi, avec une réactivité donc plus lente, c'est normal puisqu'ils me voient de loin, Mhm. donc ils auraient tendance à perdre du tempo, il ne faut surtout pas que je les suive. Il faut au contraire que je les contraigne très légèrement, mais que je les contraigne à suivre l'orchestre, qui lui-même est obligé d'un peu de me suivre. Donc en fait, oui, je dirige pas comme un chef de chœur, ça c'est évident. C'est une direction entre guillemets légèrement plus autoritaire, parce qu'en fait, ça fait du monde sur scène. Quand on avait Oui. fait le Requiem de Verdi, on était 200, 80 musiciens et oui, à peu près 120 choristes. C'était chouette comme tout. Le chœur était très bon, les solistes étaient très bons, l'orchestre a bien travaillé, ça avait de l'allure. Mais là, il fallait vraiment fallait se battre, quoi. On ne pouvait pas laisser courir les choses comme elles venaient. Il fallait vraiment avoir une direction très... C'est pas autoritaire le mot exact, mais il fallait que ça soit précis et il ne fallait pas traîner. C'est physique pour vous? Oui, oui, c'est assez physique, plutôt mentalement que physiquement. Mm. Oui, c'est physique dans le sens où sur un concert et la répétition qui précède juste avant, t'as pas une seconde de répit. C'est-à-dire que tu n'as jamais la tête en repos. On dit souvent que les musiciens ne sont jamais contents d'eux-mêmes parce qu'ils entendent ce qui ne va pas et ce qui aurait pu être mieux. Oui. Comment faites-vous la part des choses entre le travail accompli, le résultat obtenu et le résultat que vous auriez pu attendre ou que vous espériez obtenir? J'ai pas d'espérance particulière. J'ai qu'une idée en tête, c'est d'aller au bout et de faire le mieux possible. Mais je me souviens jamais m'être dit
Oh, ça va être très beau ou alors ça va être très moche. Non, je me suis jamais posé la question. En fait, comme on dit vulgairement, on croche dedans, Mm. on fonce. Et le résultat, de toute manière, je dis toujours aux musiciens, et je le pense d'ailleurs sincèrement, on a fait du mieux qu'on a pu, et c'était bien, et c'était chouette, et voilà. Et surtout pas débriefer en disant, oh, on a raté ça, on est nul, c'est idiot, quoi. Non, non, Faut non. surtout pas faire ça, quoi. Parce que en répétition, pour les connaître, on a rarement le temps, étant donné l'effectif Ouais. de l'orchestre, d'aller loin dans le détail par pupitre, par exemple. Donc Ça, ça suppose peut-être aussi une fidélité et un sérieux de la part du musicien. voilà, en Et fait, c'est ça peut-être là que vous avez peut-être un regret en tant que chef, de voir que ça n'a peut-être pas avancé de répétition en répétition. alors c'est le problème de cet orchestre, c'est un orchestre où les gens sont libres, Oui. entièrement libres, de venir, de ne pas venir, de venir un peu, de ne plus venir. Alors, heureusement, nous avons des piliers, c'est ce que j'appelais Mm. les piliers tout à l'heure, c'est-à-dire un fond solide de musiciens qui sont extrêmement fidèles et qui tiennent la baraque, en fait, quelque part. Mm. Vous avez des gens qui viennent un peu, qui s'arrêtent, qui reviennent. Alors, c'est un peu plus chaud parce que ça... Parce qu'on ne sait jamais sur qui on... Voilà, on ne sait pas toujours sur qui on peut compter. Mais c'est un peu le deal. C'est-à-dire que c'est un orchestre qui fonctionne comme ça. Bon, on peut demander un peu plus de sérieux, de temps en temps j'en parle, mais bon, je ne peux pas forcer les gens à venir et je ne les paye pas, ils n'ont pas de feuille ils ont pas de feuille de paye, donc ils viennent s'ils veulent, c'est tout. Ils viennent pour le plaisir. Heureusement, finalement, ça se passe bien, puisque bon an, mal an, pendant les 6-8 premiers mois de l'année, enfin 6 mois, on est quand même dans les 70, 80, 90, donc Oui. tout va bien, quoi. Mais c'est vrai que ça complexifie un petit peu le résultat. Quand quelqu'un dit ah ouais on a raté ça et tout, en fait on s'en fiche, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire qu'il faut reproduire l'erreur, mais je trouve que dans un concert, la fausse note c'est pas d'un intérêt majeur. Les plus grands solistes du monde font des fausses notes, ratent des notes. On peut écouter des vieux enregistrements de Chrysler, qui était un des plus grands violonistes du monde. Ouais. Ils enregistraient en une seule prise, parce qu'à l'époque, c'était des bandes magnétiques, ils ne faisaient pas de montage. Mm. Et il y a des fausses notes. Et pourtant, c'était le meilleur du monde à l'époque. Donc, il faut relativiser ça. Ce qui compte, c'est de faire de la musique et de le faire avec plaisir. D'abord le plaisir, ensuite, si on réussit à être en interaction avec les musiciens et avec le public aussi, c'est important. Eh bien, ma foi, ça fonctionne et l'essentiel est que le public soit heureux et que surtout, enfin, de mon point de vue, la priorité, c'est que les musiciens soient heureux. À la limite, si le public, bon, ils applaudissent toujours, il n'y a pas de souci, mais si le public n'est pas hyper satisfait, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est que les musiciens soient heureux d'être là. Alors, pour les satisfaire, j'imagine que vous consacrez un soin particulier au choix du répertoire. Oui, c'est un peu radio classique chez nous. Je rigole. Non, mais c'est vrai. C'est un petit peu radio. En fait, je cherche. Bon, il y a plusieurs paramètres dans le choix des œuvres. Il y a le paramètre de l'effectif. Comme on a un effectif total complet, c'est-à-dire qu'on a les tubas, les trombones, les trompettes, les corps, percussions, les percussions, 3 ou 4 percussionnistes possibles. Une harpe. On a même une harpe, effectivement. Et donc, je ne peux pas laisser les gens sur le côté en disant on va faire la 2e symphonie de Beethoven pendant 6 mois. C'est impossible, parce que les trombones vont se lasser, ils vont se barrer, parce qu'ils n'auront pas joué pendant 2-3 mois, il est probable qu'ils ne reviennent pas. Et puisque ce sont des trombones, ce serait une bonne idée. Oui, voilà. Ouais, c'est un peu. Je suis obligé de tenir compte de l'effectif. On peut laisser les cuivres se reposer pendant un quart d'heure, 20 minutes, mais on ne peut pas les empêcher de participer au concert. Oui. Donc il faut gérer ça, donc il faut choisir des œuvres en fonction de l'effectif pour que tout le monde soit impliqué. Ça, c'est compliqué parce que quand un effectif comme le nôtre est impliqué dans une œuvre, c'est pas l'époque de Beethoven, c'est beaucoup plus compliqué, c'est la fin du 19e, début 20e. Et là, on rigole moins parce qu'il y a des paquets de notes. Oui. Si on tombe sur la mer de Debussy, c'est une horreur, c'est extrêmement difficile. On a joué Paul Dukas, l'apprenti sorcier, qui est extrêmement difficile. Il faut trouver en fait l'équilibre entre la difficulté de l'œuvre, la popularité aussi de l'œuvre, c'est très important, parce que le public aime bien entendre ce qu'il connaît déjà. On ne va pas faire des créations mondiales, on en a fait, hein, mais pas mondiales. Mais si, on en a fait. Ah oui. Il n'y a pas longtemps, les œuvres de Pierre. Ah Figaro, oui, c'est vrai. Et l'œuvre de Michael aussi. Et on en a fait, mais dans ce cas-là, il ne faut pas que ça dure trop longtemps, parce que les gens aiment bien reconnaître. S'ils reconnaissent, ils entendent, même si des fois, ce n'est pas parfait, notre résultat, ils reconnaissent, donc ils sont heureux d'entendre ça. Si on leur impose des œuvres plus confidentielles, même si elles sont très belles, hein, ce n'est pas le sujet,
si on fait un concert complet d'œuvres confidentielles non connues du grand public, on a peu de chances d'avoir du succès. Donc en fait, j'essaye de panacher entre des fois 10 minutes d'une œuvre peu connue, mais avec un ensemble quand même d'œuvres relativement connues. C'est pour ça que je disais, ça fait un peu radio classique. Parce qu'autant on est capable de jouer du Beethoven, la cinquième par exemple, même si ça fait longtemps, autant on est capable de jouer Revueltas, qui quand même dit beaucoup moins de choses, qui est beaucoup moins connu. Mais ça a une allure terrible. Quand c'est bien joué, c'est assez terrible. Difficile. C'est difficile. La nuit des Mayas, oui. Ouais, c'était chouette ça. C'est chouette, mais c'est chaud. Et quel compositeur, alors du coup, fin 19e ou 20e, du coup, n'avez-vous jamais abordé? On va pas toucher à Mahler ni à Bruckner. Oui. Parce que ce sont des partitions vraiment difficiles. Trop difficile. On touche pas à ce genre de choses, quoi. C'est pas, faut reconnaître son niveau. Ceci dit, je disais bien qu'on avait joué Paul Dukas, l'apprenti sorcier, qui est extrêmement difficile pour le coup. On a joué du Chabrier aussi. Chabrier, c'est costaud. Oui. C'est vraiment difficile. C'était dans le cadre de musique espagnole, je crois. Voilà. Parce qu'on fait toujours des musiques à thème, enfin des concerts à thème. Oui, mais ce sont des morceaux beaucoup plus courts qu'une symphonie de Malheur. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne peut pas assumer une symphonie de Malheur, ça va prendre l'année, les gens vont se lasser, et les gens qui sont techniquement un tout petit peu en dessous du niveau vont finir par craquer. Et donc moi le but c'est de garder l'effectif solide jusqu'au bout, toute l'année, donc, et au fil des années d'ailleurs aussi. Et donc si j'impose des œuvres trop difficiles, en fait l'effectif va s'écrouler. Oui. Et donc, du coup, on ne pourra plus rien jouer du tout. Quels sont les liens de cet orchestre, justement, avec la fac? Parce qu'on est l'orchestre de la fac. Ouais. Comment s'entretient ce lien? Il n'y a pas seulement la salle dans laquelle l'orchestre répète, il y a sans doute d'autres... Le lien, en fait, nous, on dépend... Alors, en fait, on dépend de la mission culturelle, toujours, fondée par Yves Moreau, de ce que je disais au début. Fondée par Yves Moreau, bien, c'est plus lui, parce que M. Moreau est décédé. Mais... comment dire, moi j'ai les rapports pratiquement exclusifs avec la mission culturelle, qui elle aussi dépend de la fac. Voilà, c'est les seules choses. La fac, en fait, si le président des facs, je sais qu'il aime beaucoup notre orchestre, et il met des likes sur Internet, parce que maintenant on envoie les choses sur YouTube et tout, etc. Et donc il met des likes, des trucs rigolos. Et donc ça veut dire qu'il s'intéresse à ce qu'on fait et qu'il suit quand même. Et avec la ville, parce que cette année... L'orchestre a joué pour la première fois au Capucin. Oui. Alors j'y suis pour rien. Ah. Ben, en fait, non, mais c'est pas moi qui ai demandé ça. Je veux dire, je suis ravi qu'on l'ait fait. D'ailleurs, c'était un chouette concert. Mais en fait, on a la chance. Petit à petit, l'orchestre a pris son indépendance, tout en restant sous l'égide de l'UBO. On représente l'UBO, il y a les logos UBO et on représente vraiment la fac. Ça, c'est une chose certaine. Maintenant. Petit à petit, on passe plus par l'administration de la fac pour que l'orchestre vive. En fait, la fac verse une petite subvention tous les ans. D'accord. Et on a une association interne avec un bureau, une présidente, une trésorière. Enfin, il y a plein de responsables. On est à peu près 11. On se réunit 3-4 fois par an. Et en fait, le bureau décide tout. Ce qui est très bien dans cet orchestre, c'est que en fait, chacun a son rôle. Moi, je m'occupe maintenant. Au début, c'était pas le cas. Je m'occupais un peu de tout. Mais c'était un peu lourd. Et maintenant, je ne m'occupe que de la musique. C'est un confort. On a une présidente hyper efficace dont le métier, c'est la communication, donc c'est parfait. Et elle maîtrise très très bien les outils d'Internet et compagnie, donc ça c'est parfait. On a un copain qui fait partie de l'association aussi, qui s'occupe des partitions, qui peut me dire instantanément, il peut me faire parvenir par Internet un conducteur. Le conducteur, c'est la partition principale, pour que je sache si on peut jouer ça. Et il le fait instantanément, il n'y en a pas pour 2 semaines, c'est instantané. Oui, c'est réactif. Dans la journée, enfin dans les 24 heures au pire, j'ai ça, donc c'est très réactif, chacun ayant son rôle. Il y en a un autre, comme Vincent par exemple, qui s'occupe d'aller chercher le camion quand on déménage le matériel de percu. Ça a l'air de rien, mais c'est un confort. Oui. Voilà. Et chacun a trouvé sa place, et c'est une association qui fonctionne super bien, quoi. Et du coup, on n'a pas besoin, comme à mes débuts dans cet orchestre, d'aller pleurer dans les bureaux de la fac pour faire des photocopies, par exemple. On se débrouille. Oui. On a un budget, on se débrouille avec, et chacun, Georges peut nous faire des photocopies si c'est nécessaire. Pour les achats de partitions, des fois neuves, c'est lui qui me les commande, parce que moi, je suis pas une flèche en informatique. Voilà, il me les commande, et c'est fait dans l'instant, lui, ça lui prend 3 minutes. Et etc., etc. Donc, en fait, ce qui est très très bien, effectivement, c'est que chacun
au sein du bureau de l'asso a son rôle, le remplit très bien. Et donc l'orchestre roule tout seul, en fait. Chacun fait son boulot. Et ça marche très bien. Et quel est le lien avec, justement, on peut penser aussi aux églises, au tissu ecclésial local dans lequel l'orchestre joue? Dire, on a pu répéter aussi dans une On de a cette des année, liens mais qui sont installés au fil des années. C'est vrai que l'église Saint-Jean, par exemple, nous connaissent depuis longtemps oui, parce qu'on jouait pour leur association. Saint-Jean de Pénarcréage, ouais. C'est ça, Pernard Créage. Il y a eu Saint-Jacques Saint-Jacques aussi. aussi, où on a répété pendant des mois parce que notre salle était inondée. Et ils nous ont prêté gentiment leur église, qui était chouette, d'ailleurs ça sonnait bien. Et il y a d'autres, Saint-Louis, il y avait le père Caille qui nous connaissait, si Oui, ma mémoire est oui, bonne. oui. Maintenant, j'ai rencontré à Quimper d'ailleurs. Mhm. Oui, il n'y a pas longtemps. Parce qu'on a fait un concert à la cathédrale. Voilà. Voilà, et en fait, ça se passe assez naturellement. Les églises nous connaissent, ils savent bien qu'on ne va pas mettre le bazar. Pas de problème. C'est des gens sages, l'orchestre. Justement, et quel lien l'orchestre cherche aujourd'hui peut-être à développer? Est-ce qu'il y en a particulièrement, ou est-ce qu'avec d'autres chorales, avec Oui, alors de toute manière, c'est toujours intéressant, les concerts avec chorale, parce que d'abord, ça fait des salles pleines. C'est pas mal aussi. Des liens, en fait, si peut-être jusqu'à maintenant, on joue un petit peu loin, mais surtout dans le coin, parce que je considérais, d'abord, ça coûte cher de se ça coûte déplacer. cher, et puis on est au bout de la France. Voilà, on est au bout du monde, et ça coûte cher de se déplacer. Un quart à la journée aux 24 heures, ça va coûter 1 000 euros. C'est compliqué de déplacer un quart à 1 000 euros par concert, c'est une question de sous. En plus, les gens qui font partie de l'orchestre, à part les étudiants, sont des gens qui travaillent. Oui. Je ne peux pas les emmener 4 jours à l'autre bout de la France. Mmh. Ils ont des enfants, ils ont des familles, on ne peut pas trop abuser, quoi. Il faut faire attention. Donc les concerts on va quand même à Chaland, on a été à Paimpol, pas Paimpol, qu'est-ce que je raconte, Saint-Malo. On a été à Saint-Malo pour le Requiem de Verdi, justement. Des choses comme ça, Dinard aussi, oui. Et plein de trucs comme ça. Maintenant, on a un projet éventuel d'aller à Belfort. Alors là, pour le coup, ça rigole pas, c'est loin. Là, c'est loin, c'est compliqué parce que ça veut dire un déplacement de minimum 3 jours. Et ça serait pour jouer quoi? On sait déjà? Il y a un festival des orchestres amateurs de France. D'accord. Voilà. Et ça peut être intéressant. Ça peut être sympa à condition de réussir à déplacer tout le monde. Parce que si on vient en mi-effectif, si on vient à 40, c'est dommage. Oui. Faut qu'on se présente en faisant ce qu'on sait faire. Ou alors c'est en formation d'orchestre de chambre. Oui, mais ça éventuellement, mais ça serait dommage. Non, ouais. ça serait dommage. Je pense que c'est intéressant. On l'a déjà fait avec Rennes. Oui. On s'était déplacé avec Rennes pour une réunion des orchestres symphoniques amateurs. Enfin, c'était l'orchestre étudiant de Rennes et l'orchestre de Brest, donc le mien. Voilà. On peut toujours développer comme ça. On ne peut pas faire 50 fois par an un déplacement lointain parce que les gens ne tiendront pas. Vous venez de dire le mien. Justement, la question sera la suivante. À partir de quand un chef pense voir dans les musiciens en face de lui son orchestre, et à quelles conditions accepte-t-il de passer la baguette à quelqu'un d'autre? Ah, alors ça c'est une vaste question. J'y pense déjà, parce que je ne suis pas tout jeune. Ah, ma question ne visait pas forcément une retraite, mais ne serait-ce qu'un échange, justement. Un échange. En fait, si ça se passe entre gens de bonne compagnie, il n'y a aucun problème. C'est le problème des égos, parfois. Quand je dis le mien, c'est une erreur, parce qu'en fait, c'est le nôtre. C'est l'orchestre des musiciens et de moi. Alors moi, j'ai travaillé pour qu'il évolue, mais les musiciens ont travaillé pour qu'il existe. Donc, en fait, c'est le nôtre. J'aurais pas dû dire ça. C'est vrai. Et au-delà de ça, les collaborations avec d'autres chefs d'orchestre, ça pose franchement aucun problème. Bon, après, il y a parfois des problèmes d'ego entre les gens qui dirigent. Alors, pas entre moi et les autres, mais c'est vrai que si un chef, comme c'est arrivé une fois, dirigeait l'orchestre et prend 1 heure de plus pour répéter et que la deuxième partie, on ne peut pas la placer, c'est embêtant. Voilà. Voilà, c'est tout. C'est des choses. Mais on trouve ça pas qu'en musique symphonique, on trouve ça dans le rock. Quand vous avez ce qu'on appelle les balances en rock, c'est-à-dire en fait la répétition générale avec l'installation du son et tout, si le premier groupe qui répète dépasse son temps d'1 heure, eh bien le deuxième il n'a plus de temps pour travailler et puis il enchaîne avec le concert sans avoir répété, etc. Donc c'est une question de convivialité, c'est pas facile à gérer. C'est pas facile, mais bon, l'idéal c'est que ça se passe correctement. Mais il n'y a pas de problème comme ça en fait. Les échanges ça peut être super.
n'importe où, avec n'importe qui. Du moment que les gens sont à la fois compétents et impliqués, tout va bien. D'ailleurs, il y avait eu on revient à cet échange qu'il y avait eu il y a quelques années en jouant la 9e de Beethoven, ce qui est quand même pas rien, au Quartz avec Mathéus. Oui, Certains de l'orchestre avaient pu participer, ouais, c'est chouette. et certains de Mathéus avaient joué d'ailleurs la première partie avec l'orchestre de la fac, Oui. qui avait fait une œuvre. Ouais. Ouais, Est-ce que ça serait... ah, ça c'est chouette. Moi j'ai Oui. bien aimé. Hein. Bon, en plus, bon, c'est ma famille. Donc, je vais pas le dire, c'est nul. C'est mon beau-frère et ma femme. Donc, ça va pas le faire. Non, je blague. Mais c'est vrai que non, c'était super. C'était d'abord un très beau concert et en plus, c'était chouette d'accueillir des musiciens amateurs de haut niveau quand même, parce que dans notre orchestre, il y a quand même beaucoup de gens de haut niveau, et les accueillir parmi des super professionnels. Quoi. Oui. Ça, c'était une belle démarche. Puis jouer la 9e de Beethoven, ça reste dans la vie des musiciens quand même. Ouais, en général, oui. Quand même. C'est... Même si c'est un peu difficile. Mais Ah, c'est... c'est un os. Hein. Alors justement, puisque nous sommes bientôt à la fin de l'émission et que nous abordons une fois de plus ce sujet du répertoire, Jean-Philippe Brun, quand seriez-vous prêt à aborder d'autres répertoires pas du tout abordés ou comment dire, à l'invitation des musiciens? Ah, mais je demande toujours l'avis. On est parti sur... On cherche un thème tous les ans, voire 2 thèmes. Bon. Et l'année prochaine, c'est le fantastique. On a décrété ça parce qu'on avait une proposition de concert à Quimper sur le thème du fantastique. Donc Berlioz? Non, hors de question. Berlioz est trop difficile. C'est vraiment difficile, Berlioz. Mais donc ça, je peux pas... mais j'entends toutes les propositions, je les regarde et je demande toujours aux musiciens, proposez-moi des choses. Et d'abord parce que j'ai pas la connaissance universelle de la musique. Ils peuvent trouver des choses que je ne connais pas. C'est pas interdit de proposer. Il y a eu comme ça une violoncelliste qui avait proposé il y a très longtemps, je dis bien très longtemps, 15 ans peut-être, avait proposé les Hébrides de Mendelssohn. Bien sûr. Je l'ai noté dans un coin de ma mémoire et sur un papier d'ailleurs parce que j'ai un cahier plein de propositions. Je note les propositions et sur une sorte de vieux cahier d'écolier. Et des fois, je reviens en arrière selon le thème qui m'intéresse. Je reviens en arrière et on a fini par jouer les Hébrides, mais 6 ans après. Et puisque c'est fantastique, quand est-ce que... Est-il prévu de jouer Suppé? Peut-être, pourquoi pas, si c'est du fantastique. Mais c'est toujours fantastique. Oui, non, mais c'était pas fantastique avec les petits elfes. Donc le programme pour l'année prochaine est déjà... Non, il est pas décidé, mais le thème est décidé. Je me donne 2 mois pour piocher les idées et mettre ça en marche. Alors, en général, on reprend, pour bien démarrer l'année, on reprend des choses qu'on connaît déjà un tout petit peu, qui peuvent rester sur le même thème, des choses anciennes, parce qu'on a une énorme bibliothèque, en fait, on ne se rend pas compte, mais on a 3 armoires pleines de partitions de l'orchestre. En 25 ans, on a accumulé beaucoup de choses, quand même. Et donc, je peux très bien reprendre 1 ou 2 choses qui existaient déjà, et puis on rajoute, ce que je dis toujours, on tuile. Oui. C'est-à-dire qu'on se sert de notre répertoire existant et on rajoute 2, 3 œuvres nouvelles. Et comme ça, on peut avancer. Si brusquement en septembre, j'amène 5 œuvres nouvelles, ça va être compliqué. Ça permettrait pour tout le monde de partir d'un pied d'égalité, oui, mais moins faire peur à ceux qui arrivent, mais c'est vrai qu'on pataugerait. Mais oui, c'est pas... Ce qui est chouette, justement, c'est qu'il y a des gens qui connaissent une partition ancienne. Et donc, ils entraînent ceux qui viennent d'arriver. Et du coup, les nouveaux arrivants sont dans le bain tout de suite. Et dans un bain sympathique. Pas dans un truc cacophonique. Alors, puisque nous sommes à la fin, ceux qui nous écoutent et qui voudraient rejoindre l'orchestre, quelles indications peut-on leur donner? Quand est-ce qu'a lieu la reprise? 5 septembre. Le lundi. Lundi soir, 20h, 5 septembre, à la salle du Clous. Donc, juste après le pont Schumann. Oui, voilà, juste à après Brest. Juste après le pont Schumann à gauche. Merci beaucoup, Jean-Philippe Brun. Je t'en prie.